Bonjour à tous. Bonjour. Hop là. Je suis avec Elisa aujourd'hui. On est ravis d'être avec vous. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien? Comme ça, on va pouvoir démarrer. Mhm. Ok, ouais, Ok, c'est bon. super. Merci beaucoup Catherine, merci Florent, merci Cathy. Euh, Top. Et Elisa, je te laisse présenter un peu le concept du webinar. Oui. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de réunir le maximum de questions autour du sujet du GIO afin de nous apporter un maximum de réponses sur le sujet parce qu'on sait que c'est un sujet qui est plutôt récent et plutôt nébuleux. Donc c'est des questions qui ont été posées à Meteoria au cours des derniers webinars, pendant des rendez-vous par rapport à notre produit ou en salon. Donc, on a résumé les questions principales. Si vous en avez d'autres, sentez-vous libre de les poser. Au contraire, on sera heureuse de les recevoir et d'y répondre. Le but, c'est de vous fournir à la fin de ce webinaire un document très condensé et très complet en fait du fonctionnement du GIO. Donc, c'est aussi l'objectif. Et on a conscience que si vous pouvez pas rester jusqu'au bout du webinaire, vous pouvez cliquer en fait sur prendre contact pour recevoir directement votre livre blanc du webinaire FAQ. Donc on vous invite à cliquer sur le bouton pour pouvoir recevoir ce document précieux. Voilà. C'est ça. Et le document, en fait, ça va être un condensé de toutes les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Donc comme ça, vous l'aurez directement sur papier. Et bah, on va attendre. Alors, puis il y a encore des gens qui sont en train de se connecter, donc on va commencer doucement. Euh, L'idée donc c'est que on a donc listé toutes les questions qui revenaient le plus souvent. On va y répondre une par une. Si vous avez des questions en parallèle, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme ça, à la fin, une fois qu'on aura fait le tour de toutes les questions qu'on a préparées, on pourra répondre à votre question. Elisa, si ça te va, tu me poses les questions et moi j'essaie d'y Yes. répondre du mieux que je peux. Ça marche. Bah alors première question, c'est quoi le GIO? Et c'est quoi surtout la principale différence avec le SEO? Alors ça, c'est une question qu'on nous posait pas mal au début. Alors maintenant, je pense un peu moins parce que les gens commencent à connaître. Donc le GEO, c'est un acronyme pour Generative Engine Optimization. L'objectif, en fait, ça va être d'optimiser sa visibilité dans les réponses des IA génératives. Donc les IA génératives, ça va être ChatGPT, Gemini, Perplexity, Mistral, ce genre de plateforme. Et la principale différence avec le SEO, en fait, c'est que quand vous allez faire une recherche sur un moteur de recherche classique comme Google, vous allez taper un mot-clé, vous allez avoir accès à une liste en fait de sources qui vont être présentées par Google. Il va falloir aller sur chacun des sites pour aller chercher de l'information que vous voulez. Alors que le LLM, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va récupérer toutes ces informations et à partir de ces informations, vous générez la réponse. Donc en fait, on passe d'un mode de recherche proactif de l'information à plutôt un mode de consommation, dans le sens où c'est le LLM qui va directement faire ce benchmark, récupérer faire cette étude de marché et venir générer la réponse. Donc ça, c'est la principale différence avec le SEO. Et techniquement, ça implique en fait que sur Google, vous pouvez avoir en fait une de vos pages qui est bien positionnée sur un mot-clé. Et souvent, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont visiter le premier résultat, peut-être le deuxième et le troisième sur Google sur le mot-clé en question. Et ils vont uniquement se baser sur ces informations pour obtenir la réponse à leur question. Alors que là, le LLM, il va parcourir beaucoup plus de sources. En moyenne, ça va parcourir entre 10 et 30 sources de données. Donc même si vous n'êtes pas présent, si votre site web n'est pas référencé en top 3 Google, vous allez pouvoir remonter quand même dans la réponse des IA génératives. Et du coup, c'est un peu ce qu'on appelle le global search, c'est essayer de faire en sorte d'être présent au maximum sur le web, alors qu'avant, il suffisait d'être présent uniquement au premier résultat à Google pour qu'on puisse du coup être vu par l'internaute. Donc là, il y a des choses qui sont en train de changer à ce niveau-là, et on pourra y revenir un peu plus dans le détail. La deuxième question. Comment les LLM sélectionnent leurs sources? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, on a essayé de le représenter ici en quatre étapes. En fait, quand vous allez poser une question, je prends comme exemple ChatGPT parce que c'est le LLM qui est le plus utilisé dans le monde. Et ben, tout va commencer par un prompt. Donc, vous allez taper un prompt dans l'interface de ChatGPT. Ensuite, ce prompt va être transformé en ce qu'on appelle un query fanout. Un query fanout, c'est un mot-clé que le LLM va taper dans Google, majoritairement, pour aller chercher des sources de données.
Il y a plusieurs types de query fan-out. Il y a une slide qui explique un peu comment fonctionnent les query fan-out juste après. Donc, je rentrerai plus dans le détail. Mais ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que le LLM va rechercher de l'information sur Google. Il va récupérer des sources de données qui sont référencées, en fait, sur la query fan-out qui a été tapée dans Google. Et en lisant le contenu de ces sources, il va générer la réponse. Donc la question était comment les LLM sélectionnent leurs sources, majoritairement en faisant des recherches sur le web en utilisant Google. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont un algorithme en fait qui va leur permettre de savoir quelle source il va falloir consulter. Je donne un exemple. Imaginons par exemple que je dis au LLM que je cherche un outil par exemple pour faire du Generative Engine Optimization, donc ce qu'on fait sur Metoria. Ce qui va se passer, c'est que peut-être qu'il va taper meilleur outil Generative Engine Optimization dans Google. Donc ça va être la query fan-out. Il va scraper, donc il va avoir accès au top 100 Google sur ce mot-clé. Et en fait, il va pas visiter les 100 URL qu'il va récupérer parce que ça lui coûterait trop cher de tous les visiter. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il a un algorithme qui lui permet de décider si la source vaut le coup d'être visitée. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser en fait les données auxquelles il a accès quand il a scrappé la SERP Google. Donc, il va avoir accès en fait à tout ce que vous voyez quand vous tapez un mot-clé sur Google, les URL qui sont positionnés, le titre de ces pages et la métadescription. Et en fait, à partir de ces informations, il va décider de si la source doit être visitée ou pas. Et en fait, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va privilégier une certaine typologie de sources. Par exemple, dans le cas où je lui demande, je lui dis, je cherche un outil pour faire du Generative Engine Optimization, et ben, il va favoriser des comparateurs. Parce qu'il sait en fait que s'il visite un comparateur, il va avoir plein d'outils comme Metoria dans le comparateur. Et en fait, en visitant un seul contenu, il a beaucoup plus de chances de trouver une information pertinente pour répondre à la question de l'internaute que s'il va visiter, par exemple, juste la home page d'un outil comme Metoria. Donc, il y a cet algorithme qu'il faut prendre en compte. Et en fait, nous, ce qu'on vous conseille de faire sur Metoria, c'est d'aller analyser en fait les prompts qui sont stratégiques par rapport à votre business, d'interroger les LLM tous les jours avec ces prompts-là et d'analyser les sources qui sont les plus utilisées. Comme ça, vous pourrez voir s'il y a des domaines qui reviennent plus que d'autres, s'il y a des typologies de contenu qui reviennent plus que d'autres, par exemple des comparateurs, des pages catégories, des reviews produits, ce genre de choses. Et en fait, en faisant cette analyse, vous saurez quel contenu il faut produire pour plaire au LLM. Ok, la question qui revient le plus souvent, c'est quoi une query fan-out? Donc, une query fan-out, c'est un mot-clé en fait que le LLM va taper dans Google pour rechercher de l'information. Le mot-clé, il est issu du prompt. Et en fait, il y a plusieurs typologies de query fan-out différentes. La première typologie de query fan-out, c'est pour aller faire des recherches sur Google Search. Donc, l'idée, c'est que je reprends mon exemple là, si je demande à ChatGPT, je cherche un outil pour faire du Generative Engine Optimization. Il va décomposer ma question, donc le prompt, en une query fan-out qui va par exemple être meilleur outil GEO. Il va taper ça dans Google pour récupérer des sources. Donc ça, c'est la première typologie de query fan-out. Et ensuite, il y a deux autres types de query fan-out. Il y a ce qu'on appelle les product query. Si vous tapez dans ChatGPT, par exemple, un prompt qui déclenche l'apparition de produits dans la réponse, par exemple, si je demande à ChatGPT, j'ai envie d'acheter un vélo électrique, et ben, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va décomposer le prompt aussi en ce qu'on appelle des product query. Donc ça, c'est des mots-clés qu'il va taper dans Google Shopping pour récupérer du coup des vélos électriques et des vendeurs de ces vélos électriques et les afficher directement dans la réponse. Donc ça, c'est un autre type de query fan-out. Et il y a la même chose, il y a encore un troisième type de query fan-out, c'est ce qu'on appelle là du coup les local query. C'est si je pose une question à ChatGPT qui déclenche l'apparition d'une map. Par exemple, je lui demande, je cherche une banque proche de chez moi. Et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper banque à Paris, par exemple, parce que j'habite à Paris, dans Google Maps pour aller scraper du coup des banques qui sont référencées dans Google Maps sur cette local query et les afficher dans sa réponse. Voilà, donc il y a trois types de query fan-out.
Et donc voilà, là c'était un exemple. Donc là par exemple, quand on analyse le prompt, quelle est la meilleure mutuelle santé pour les indépendants en France, on pouvait voir que voilà, il y avait plusieurs query fan-out qui étaient utilisés par les LLM. Meilleure mutuelle santé indépendante France 2026, meilleure mutuelle santé indépendante France. Voilà, c'est un exemple de query fan-out. Et il y a quelque chose d'intéressant à savoir en fait, c'est que tous les LLM n'affichent pas du coup les query fan-out. Perplexity affiche sa query fan-out. Quand Perplexity, du coup, va faire une recherche sur le web sur un même prompt, c'est presque tout le temps la même query fan-out qu'il va utiliser. Si je l'interroge 100 fois de suite avec le même prompt, ça sera presque tout le temps la même qu'il va utiliser. ChatGPT, par contre, qui affiche aussi ses query fan-out, ça va être presque à chaque fois une query fan-out différente. Elles sont très très longues pour ChatGPT. C'est ce qu'on peut voir là, c'est la troisième query fan-out. Et à chaque fois qu'on va l'interroger, il y a un mot dans la query fan-out qui va changer, donc ça sera jamais exactement la même, mais ces query fan-out vont tourner autour de la même thématique qui est associée à la thématique du prompt. Gemini fait aussi des recherches sur Google, mais il n'affiche pas les query fan-out. Grok les affiche et Microsoft Copilot les affiche et Claude les affiche aussi. Ok, comment mesurer la visibilité d'une marque dans les réponses des IA? Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Donc, l'idée, en fait, ça va être déjà d'identifier donc les prompts qui sont les plus stratégiques par rapport à votre business. Cette étape-là, elle est très importante parce qu'en fait, toutes les analyses que vous allez faire de si votre marque apparaît dans les réponses d'LLM, en fait, ça va être sur un dataset de prompts. Donc, en fait, si les prompts qui sont monitorés ne sont pas les bons, les données que vous allez récupérer à la fin ne seront pas exploitables. Donc, comment on fait en fait pour identifier les prompts qui sont les plus pertinents? Alors, je vais revenir en arrière parce qu'on avait une slide sur ça. Voilà, c'est ici. On va se baser sur deux grandes stratégies. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les LLM partagent pas d'informations sur la volumétrie de recherche des questions qui sont posées tous les mois dans leurs applications. ChatGPT va pas nous dire combien de fois ce prompt-là est tapé en France, par exemple. Donc, ce que font nos clients, c'est qu'ils se basent sur deux choses. La première, ça va être la volumétrie de recherche des mots-clés SEO. Google partage énormément d'informations sur le nombre de fois où un mot-clé est tapé dans Google en France, par exemple. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que si ce mot-clé-là est tapé 10 000 fois par mois en France, il y a de grandes chances qu'une partie de ces gens-là tapent aussi l'équivalent du mot-clé en prompt directement dans les LLM. Donc, à partir d'une étude de mots-clés SEO, on va identifier en fait des problématiques enfin, en tout cas, des intentions de recherche qui sont posées par mes clients potentiels dans Google. Et à partir de ces mots-clés, je vais pouvoir identifier des prompts. Donc ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière d'identifier les prompts stratégiques à monitorer, ça va être de faire de l'analyse de log. Donc l'analyse de log, en fait, ça permet de savoir quand il y a des robots IA qui viennent visiter vos pages. Je vous donne un exemple. Imaginons par exemple que j'ai une page qui compare des mutuelles. Si cette page qui compare des mutuelles, elle est visitée 500 fois par jour par le robot ChatGPT qui s'appelle ChatGPT User. Donc ChatGPT User, c'est le robot qui va visiter des pages. Si par exemple je tape dans ChatGPT, je cherche une mutuelle, et bah du coup il va faire des recherches sur Google pour aller trouver des mutuelles et les afficher dans la réponse. S'il visite mon comparateur de mutuelles pour trouver ces informations-là, je vais voir que ce bot IA a visité du coup ma page. Et en fait, si mon comparateur de mutuelles il est visité 500 fois par jour, ça veut dire qu'il y a 500 personnes qui ont posé une question par rapport à la recherche d'une mutuelle dans ChatGPT. Donc en fait, via l'analyse de log, vous pouvez aussi identifier les questions qui sont les plus fréquemment posées par les gens dans les LLM. Par contre, ça nécessite d'avoir déjà un bon SEO parce que si on n'a pas travaillé son SEO, nos contenus en fait vont pas être identifiés, trouvés par les robots IA, donc on n'aura pas accès à ce genre d'informations. Une fois qu'on a identifié les prompts, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va interroger les LLM avec ces prompts-là et on va les interroger plusieurs fois. Parce qu'en fait, si on envoie 3 fois de suite le même prompt dans ChatGPT, on n'aura pas 3 fois de suite la même réponse. Par contre, si on l'envoie, on va dire 30 fois, on va voir qu'on commence à converger vers une statistique qui va être exploitable. Donc,
Nous, sur Metoria, tous les jours, on interroge les LLM avec les prompts qui sont monitorés. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va regarder si votre marque apparaît dans la réponse. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est le prompt, c'est quelle est la meilleure assurance habitation à Marseille. Et on peut voir les marques qui vont apparaître ici dans la réponse. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va calculer un pourcentage de visibilité. Le pourcentage de visibilité, c'est si je me mets par exemple sur les 30 derniers jours, c'est le pourcentage de réponse à ce prompt-là dans lequel ma marque apparaissait. Et là, je peux voir que le pourcentage est de 96%. Donc, c'est ça le KPI principal qu'on va suivre. Et ensuite, il y a des cas un peu particuliers. Le premier cas particulier, ça va être quand ChatGPT va afficher des produits dans sa réponse. Donc les produits, là par exemple, on voit que sur le prompt, je cherche un petit frigo tabletop pas cher pour un studio. On peut voir qu'il y a des produits dans la réponse, ils sont cliquables. Quand on va cliquer sur le produit, on va avoir un bandeau à droite qui va s'ouvrir avec des options d'achat. Là, on peut voir qu'il y a 2 options d'achat, il y a Conforama et But. Si vous êtes un retailer, un e-commerçant, votre enjeu, ça va être d'apparaître dans les options d'achat. Donc là, la métrique qu'on va suivre, c'est est-ce que quand on clique sur les produits, on voit qu'il y a un lien vers votre site web. Donc là, par exemple, si vous êtes Conforama, pour le coup, vous êtes visible dans les produits. Et donc, le nouveau KPI à venir suivre dans ces cas-là, c'est ma visibilité dans les produits affichés par les LLM. Et le deuxième cas particulier, ça va être le local. Si on monitore des prompts qui déclenchent l'apparition de maps dans ChatGPT, donc une map, ça ressemble à ça, l'enjeu pour la marque, ça va être d'apparaître directement dans la map. Et pour ça, en fait, ce qu'il faut faire, donc, c'est avoir un bon référencement sur Google Maps, bien référencer ces fiches Google My Business sur Google Maps pour qu'elles soient récupérées par les LLM. Et l'indicateur qu'on va suivre, en fait, c'est ici, si on clique sur une entité qui est soulignée dans la réponse, on va avoir accès à son site web. Et donc, est-ce que le site web qui apparaît quand on clique sur l'entreprise fait partie de, est-ce que c'est mon site web? Si c'est mon site web, ça veut dire qu'en fait, mon point de vente remonte dans la réponse. Et en analysant ça, je vais pouvoir voir les points de vente qui remontent le plus dans les prompts que je monitore. Voilà, donc c'est 3 KPI un peu différents en fonction de votre cas d'usage. Mais à la fin, ce qui va compter, c'est le pourcentage de réponses dans lequel ma marque apparaît. Okay. Alors juste, j'en profite parce qu'on a une question d'Emmanuel. C'était quel outil de générateur de mots-clés gratuit tu recommanderais? Pour moi, le meilleur, c'est celui de Google Ads. Alors, ça s'appelle Google Keywords Planner. Si vous créez un compte Google Ads, donc c'est gratuit de créer un compte Google Ads, vous allez y avoir accès. Et en fait, vous allez pouvoir taper un mot-clé et Google va vous donner la volumétrie de recherche du coup du mot-clé sur un pays, sur une plage de date. Et vous pouvez aussi taper une thématique et Google va vous renvoyer du coup tous les mots-clés que les gens tapent autour de cette thématique avec la volumétrie de recherche. Le seul point, c'est que si vous lancez pas de campagne Google Ads, donc si vous dépensez pas sur Google, la volumétrie de recherche, elle sera pas précise, ça sera une tranche. Par exemple, ça va être entre 0 et 10, entre 10 et 100, entre 100 et 1000, entre 1000 et 5000. Du coup, il vous donnera pas le nombre précis de fois où ça a été tapé dans Google, mais il vous donnera du coup une estimation. Par contre, si vous lancez une petite campagne Google Ads juste qui dépense 2 ou 3 euros tous les jours, là, vous aurez accès du coup à un indicateur plus précis. Donc voilà, nous c'est celui qu'on utilise. En tout cas, Metoria, on est relié à l'API de Google Keywords Planner et c'est grâce à ça qu'on récupère toutes les volumétries de recherche. Et c'est l'endroit en fait où vous allez avoir les volumétries les plus fiables, parce que qui de mieux placé que Google du coup pour donner ce genre d'informations. Ok. Et deuxième question pour Bérénice, c'est comment on calcule le taux de visibilité? Et le taux de visibilité, en fait, ce qu'il va falloir faire, Bérénice, c'est récupérer, du coup, par exemple, si on envoie le prompt, on interroge ChatGPT 100 fois de suite avec le même prompt. Donc, on a 100 réponses IA qu'on va analyser. Si j'apparais dans 50 des 100 réponses, mon taux de visibilité, du coup, c'est 50%. Donc, ça va être 50 divisé par 100 fois 100, quoi. Donc, voilà, c'est le pourcentage de réponses dans lequel j'apparais. Ok. J'en profite pour dire... Michel dit que je lui parle trop vite, ça s'appelle Google Keywords Planner. Ouais, j'avais déjà
assurer le suivi, Idriss. Mais merci pour l'intervention. J'en profite pour dire déjà, est-ce que tout ce qui vient d'être énoncé est très clair et vous avez la possibilité de récupérer le document qui va tout récapituler de manière très claire en cliquant sur le bouton prendre contact avec Meteoria. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors, prochaine question. Quelles sources sont les plus importantes pour apparaître dans les réponses? Alors, il n'y a pas de réponse universelle parce que ça va vraiment dépendre de votre thématique. Les infos que je peux vous donner, en fait, c'est que il y a quelques sources qui reviennent très souvent. La première auquel je pense, c'est Reddit. Reddit, nous, ce qu'on voit, c'est sur les millions de prompts qui sont monitorés par nos clients dans les LLM. Si on se concentre sur ChatGPT, Reddit, c'est de loin la top source de données la plus utilisée par ChatGPT. Ça a l'avantage en fait d'être présent sur plein de thématiques différentes, que ce soit des thématiques B2B ou B2C. Donc vous avez de grandes chances quand vous allez monitorer des prompts sur votre secteur d'activité de voir Reddit apparaître dans les sources de données. Donc ça c'est un premier élément de réponse. Et ensuite le deuxième élément en fait c'est que alors Elisa a eu un problème de connexion. Alors je vais repartager le PDF. Laissez-moi juste le télécharger. Alors, désolé pour ça. J'arrive tout de suite. Je retrouve juste le PDF, pardon. Hop. Ah, Elisa, t'es revenue. Ça a enlevé le. Si tu peux repartager le PDF. Ouais, tout de suite. T'inquiète. Et Michel, c'est Reddit. Ça s'écrit comme ça. Hop. Hop là. Hop, on va se remettre dessus. Donc on en était sur les sources, oui. Donc l'idée c'est que Reddit c'est une des sources qui est transverse. Et après moi ce que je vous conseille de faire en fait, ça va être de lancer une analyse. Donc vous identifiez en fait des prompts qui sont stratégiques par rapport à votre secteur d'activité. Vous interrogez les LLM avec ces prompts-là et vous regardez les sources qui reviennent le plus souvent dans la réponse. Et en fait en fonction de votre secteur d'activité, ça sera pas tout le temps les mêmes sources. Il y a des catégories de sources qui vont revenir. Je pense par exemple aux médias. Dans presque tous les projets qui sont monitorés sur Meteoria, il y a beaucoup de médias qui vont être utilisés en tant que source de données. Ça peut être des médias B2B, ça peut être des médias B2C. Là, ça va dépendre en fait de votre secteur d'activité. Il y a les réseaux sociaux aussi. LinkedIn, ça revient pas mal, surtout quand on monitore des prompts qui sont liés par exemple à la marque employeur. Dans ces cas-là, Glassdoor, Indeed aussi, ça revient pas mal. Donc, l'idée, en fait, c'est plutôt d'identifier les prompts intéressants pour votre activité, de les monitorer et de voir sur ces prompts-là les sources qui reviennent le plus. Ok. Alors, petite question. Quand on crée des prompts pour une analyse au local, faut-il toujours préciser la ville dans chaque prompt? Alors, ça, c'est une très bonne question. L'idée, en fait, c'est que si, par exemple, je tape dans ChatGPT, je cherche une banque proche de chez moi et que j'habite à Paris, du coup, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va faire une recherche dans Google et il va taper, par exemple, meilleure banque Paris. Donc, j'ai pas besoin, moi, de dire que j'habite à Paris parce qu'il a accès à ma localisation. Par contre, si je lui dis je cherche une banque à Paris, je vais avoir la même réponse parce qu'il va aussi taper meilleure banque Paris. Et en fait, quand vous faites du monitoring de votre visibilité dans les LLM, pour pouvoir monitorer la visibilité de vos points de vente dans des prompts qui sont géolocalisés, le plus simple, en fait, ça va être de mettre la ville dans le prompt. Donc, si par exemple, je suis la Société Générale, je couvre 500 villes en France, et bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monitorer, par exemple, quelle est la meilleure banque à Paris, à Lyon, à Marseille, et je vais en fait à chaque fois mettre les villes dans lesquelles je suis pour voir si je suis visible sur ces localisations. Ok. Alors attends, on va faire 2-3 autres questions. Parce que j'ai été déconnectée, j'ai pas vu. Il y avait les contenus LinkedIn, ne sont-ils pas fermés au scrapping des IA? Non, ils sont pas fermés au scrapping des IA. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a
deux types de contenus qui sont récupérés. Enfin, on va dire trois. Est-ce que tu arrives à voir le chat? Oui, c'est bon, je m'en occupe. Ouais. Le premier, c'est les posts que les gens du coup posent les posts qui sont postés sur LinkedIn, donc qui sont scrappés par les LLM et qui est du coup le contenu des posts est utilisé en tant que source d'information pour répondre à des questions posées dans les LLM. La deuxième typologie de source, ça va être les pages compagnie des entreprises. On voit qu'elles sont souvent scrappées aussi. Et la troisième, ça va être les articles de blog sur LinkedIn Pulse. Tac. Question de Fleur. Les contenus L4 ne sont pas fermés au scrapping des IA? Non, ça, je viens d'y répondre. Du coup, c'était pour LinkedIn. Okay. Et comment vous faites pour identifier les prompts précis à partir d'une étude sémantique? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que on va partir en fait d'une liste de mots-clés qui sont stratégiques. Imaginons, par exemple, on est 500 mots-clés. Ensuite, les mots-clés, il faut les clusteriser, donc les regrouper par intention de recherche pour éliminer les doublons. Et il y a plusieurs méthodologies pour faire ça, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est de l'analyse de similarité des SERP Google. Donc, en fait, on va taper le mot-clé A dans Google, on va récupérer le top 10, on va taper le mot-clé 2, on va récupérer le top 10. Et si entre les deux mots-clés, il y a plus de 30% du top 10 qui est en commun, du coup, on va considérer que c'est la même intention de recherche, on va regrouper ça dans un cluster. Et à la fin, on va avoir du coup nos 500 mots-clés, ça va peut-être être 100 clusters. Et pour chaque cluster, on aura un mot-clé principal. Et à partir de ce mot-clé principal, on va générer du coup un prompt. C'est ça notre méthode. Emmanuel qui demandait recommandez-vous un outil particulier pour faire les prompts? On a une fonctionnalité sur Metoria pour faire ça. Soit à partir de l'analyse de logs, soit à partir des mots-clés SEO. Ok. Question de Nathan. Les FAQ sont-ils un levier pour apparaître davantage dans les LLM? Oui, alors la question un peu plus globale, c'est quelle typologie de contenu il faut faire pour plaire au LLM. Moi, ce que je vous conseille de faire en fait, c'est de monitorer des prompts stratégiques par rapport à votre business. Et ensuite, sur un prompt en question, imaginons que vous ayez aucune page de votre site web qui soit utilisée en tant que source de données. Donc, il va falloir créer un contenu pour nourrir les LLM. Et là, nous, ce qu'on fait sur Metoria, en fait, c'est que on va prendre le prompt en question, on va regarder le top 10 des sources les plus utilisées par les LLM sur ce prompt-là, et on va analyser en fait les éléments fréquents que ce top 10 a mis dans leur contenu, qui fait que le contenu plaît au LLM. Si on voit qu'il y a des FAQ, on va essayer de mettre des FAQ dans le contenu. Si on voit qu'il y a des tableaux comparateurs, on va mettre des tableaux comparateurs, etc. Donc l'idée, c'est plutôt de raisonner de manière empirique et d'analyser en fait l'existant qui marche bien et de faire quelque chose de similaire. Je propose qu'on passe à la question suivante sur la slide. J'arrive pas à... Elisa, si tu peux bouger les slides. Ah voilà. Donc les LLM varient-elles leurs réponses selon les langues, le pays ou le profil des utilisateurs? Alors, donc ça, c'est une question intéressante. Alors oui, les réponses vont varier en fonction de tout ça. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est la localisation. Donc, si je pose une question à un LLM et que je suis basé en France, je vais pas avoir la même réponse que si je pose la question et que je suis basé, par exemple, aux États-Unis. Tout simplement parce que le LLM va utiliser ma localisation pour venir répondre à la question, en tout cas si ça s'y prête. Par exemple, si je demande, je dis que je cherche un restaurant près de chez moi et que je suis basé aux États-Unis ou je suis basé en France, forcément, j'aurai pas la même réponse. Si la langue aussi du prompt va compter, si je pose en fait ma question en anglais, ce qui va se passer, c'est que souvent le LLM va faire une recherche avec une query fan-out en anglais dans Google Search, alors que si je pose ma question en français, il va faire une recherche en français. Et vu qu'il va pas rechercher dans la même langue, ça sera pas les mêmes sources de données qui vont être utilisées. Et donc, du coup, je vais pas avoir les mêmes réponses qui vont être générées par le LLM. Donc, effectivement, la localisation et la langue, ça va compter. Et ensuite, le profil utilisateur. Donc, par profil utilisateur, j'entends plutôt
l'historique en fait des conversations. ChatGPT, de plus en plus, se base en fait sur toutes les conversations que vous avez pu avoir avec lui pour personnaliser la réponse. Imaginons par exemple que je demande à ChatGPT, je lui dis que j'ai envie d'acheter une voiture et que avant je lui ai expliqué ma situation familiale. Si j'ai des enfants par exemple, et ben il va se rappeler de cette discussion et du coup il va répondre dans la réponse, il va dire bah t'as envie d'acheter une voiture, je sais que t'as deux enfants, du coup je te propose plutôt ce type de voiture. Donc oui, le profil utilisateur va grandement influencer la réponse. Et en fait, quand vous monitorez des prompts avec un outil comme Metoria, nous, on ne peut pas venir construire des faux profils d'utilisateurs pour du coup pouvoir voir les réponses aux prompts en fonction du profil d'utilisateur. Par contre, ça peut se paramétrer dans la réponse, pardon, dans le prompt. En fait, c'est ce qu'on appelle les personas. L'idée, ça va être d'identifier les personas qui sont les plus stratégiques pour vous et d'ajouter ces personas dans les prompts. Comme ça, vous pouvez tester, vous pouvez envoyer par exemple un prompt dans ChatGPT avec le persona et sans le persona et regarder si la réponse varie ou pas. Si la réponse varie, ça veut dire que le prompt est dépendant du persona. Et dans ces cas-là, c'est important de monitorer ces prompts avec les bons personnages. Ok. Alors j'en profite juste parce qu'il y a une question de Mélanie qui rejoint un peu le sujet. Tu sais, sur ChatGPT, on observe souvent que quand tu fais ta recherche, au niveau des query fan-out, il traduit en anglais. Oui, alors Elisa, on t'entend mal, ça coupe, mais je comprends la question. Alors, ChatGPT, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont fait une mise à jour il y a à peu près 2 mois, mais avant, on va dire il y a 2 mois et avant cette date-là, ce qui se passait, c'est que quand vous posiez une question en français, ChatGPT allait faire une recherche à la fois, donc une query fan-out à la fois en français et en anglais, donc dans la langue du prompt et dans une autre langue. Et du coup, il récupérait moitié de sources francophones et moitié sources anglophones. Ils ont fait une mise à jour il y a à peu près 2 mois, donc maintenant, il n'y a plus qu'une seule query fan-out qui se déclenche quand on interroge ChatGPT. Je pense qu'ils ont fait ça pour économiser, pour réduire leurs coûts. Et la query fan-out, elle est fortement dépendante de la langue du prompt. Donc quand on monitore un prompt en français, souvent la query fan-out va être en française, mais c'est vrai qu'on voit des cas où même quand on pose une question en français, la query fan-out peut être anglaise. Et dans ces cas-là, bah, les sources récupérées vont être anglaises. Donc voilà, c'était pour la question de Mélanie qui disait de mon côté, je vois souvent des query fan-out en anglais alors que mes prompts dans Metoria sont en français. Et il y a une autre question, c'est si j'utilise plusieurs langues quand j'utilise mon LLM, même dans le même chat. Bon, il faudrait spécifier la question. J'arrive pas à bien comprendre si tu peux la spécifier, ça m'aidera. Et ensuite, les marques sont très mal vues sur Reddit. Reddit, on pourrait y revenir. On a mis une slide sur ça. Et j'en profite aussi pour dire qu'on a déjà fait un webinaire sur le sujet qui sera plus complet si jamais il y a d'autres questions sur Reddit. Donc, je vous invite aussi à aller le revisionner. Du coup, la question d'après, c'est faut-il adapter ses contenus anglais vs français pour optimiser la visibilité IA? En fait, on vient d'y répondre. L'idée, c'est de monitorer ces prompts et de voir si sur les prompts en fait qu'on monitore, si les query fan-out sont en anglais, dans ces cas-là, il va falloir effectivement créer du contenu anglophone pour optimiser les chances que le contenu soit récupéré par les LLM. Mais ça dépend des prompts que vous monitorez. On ne peut pas le savoir à l'avance. Ouais. Ok, c'est quoi les différents cas d'usage qu'on peut retrouver dans le JIO? Alors ça, c'est une question super intéressante. Nous, on en a identifié plusieurs. Tous les mois, on en découvre des nouveaux. Donc, cette liste n'est pas figée. Mais ce que nos clients monitorent le plus, ça va être ces 4 cas d'usage qu'on a affichés ici. Le premier, c'est ce qu'on appelle un cas d'usage vraiment d'acquisition. Donc, l'idée, en fait, ça va être de monitorer des questions qui sont commerciales par rapport aux produits et aux services que vous vendez. Donc là, par exemple, on prenait l'exemple de si je suis un assureur, quelle est la meilleure assurance auto, par exemple.
Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Et ensuite, ce cas d'usage d'acquisition, en fait, il va se décomposer en deux autres sous-catégories qui sont intéressantes. Ça va être le e-commerce. Donc le e-commerce, en fait, c'est si je suis donc un retailer ou un e-commerçant et que je vends en ligne et que je veux vérifier en fait que mes produits remontent bien dans les carousels produits de ChatGPT, par exemple. Donc ça, c'est un cas d'usage à part entière sur Metoria. Et on a le même avec le local. On accompagne beaucoup de marques qui ont des points de vente. Et dans ces cas-là, ce qui va les intéresser, ça va être de voir si leur visibilité locale dans les LLM est OK. Et donc pour ça, en fait, on va regarder si sur les prompts qui monitorent, leur point de vente remonte dans les maps ChatGPT, par exemple. Et ensuite, on a un cas d'usage qui n'a rien à voir avec les trois premiers, qui est plus lié à ce qu'on appelle un peu la notoriété, l'irréputation. Donc là, on va plutôt travailler avec des pôles comme la marque employeur, le RH, les pôles de communication de crise, de communication corporate. Et ce qui va être monitoré, c'est des questions qui sont liées à l'entreprise. Par exemple, ça pourrait être est-ce que c'est bien de travailler chez Decathlon? Est-ce que Decathlon paye bien ses employés? Est-ce que les produits Decathlon sont de bonne qualité? Est-ce qu'il y a des controverses en ce moment liées à Decathlon? Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas analyser si la marque apparaît dans la réponse. C'est sûr que la marque va apparaître, mais on va plutôt analyser en fait les narratifs. Est-ce que les narratifs sont positifs ou négatifs? Et si les narratifs dans les réponses sont négatifs, on va être capable d'identifier dans quelle source de données les LLM ont trouvé ces narratifs négatifs. Et en fait, en influant cette source de données, on va pouvoir influencer la réponse. Voilà, donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a pas mal aussi sur Metoria. Ok. Alors, il y a Ekaterina qui avait précisé un peu plus sa question sur plusieurs langues dans une même conversation avec un LLM. Alors ça, c'est pas des tests qu'on a fait, mais je suppose qu'en fait, il va se baser sur la recherche qui est faite. Donc la query fanout qui est générée, elle est générée à partir d'un prompt qui est posé. Donc si je commence ma discussion en espagnol et que je la termine en français, au début, je suppose que les query fanouts seront en espagnol et après, ça deviendra français si je pose des questions en français. Je pense que c'est ça la logique. Il faudrait le vérifier. Voilà, mais je suppose que c'est ça. Ok. Et après, il y avait une question de Laetitia. Les données structurées apportent-elles vraiment un plus pour les LLM? Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand le LLM va scraper une page pour récupérer des informations, donc eux, ils ont ChatGPT, par exemple, ils ont un algorithme qui va permettre donc de faire ça, de récupérer le contenu de la page et de transformer ce contenu en contexte qu'ils vont intégrer directement dans ChatGPT. Plus le contenu il est facilement extrayable, plus ça va être simple pour le LLM de récupérer les informations. Donc tout ce qui va dans le sens de bien structurer le contenu, il faut le faire. Donc déjà, il fallait le faire pour Google, mais là, il faut le faire aussi pour les LLM. Et il y a un point qui est intéressant avec ça, par exemple, c'est le JavaScript. Le JavaScript, c'est pas lu par les LLM parce qu'en fait, ça coûte cher de scraper un contenu et d'interpréter le JavaScript. Donc en fait, pour économiser les coûts, ils le font pas. Et ça, c'est un point qui est très important parce qu'en fait, si vos contenus ils sont pleins de JavaScript, potentiellement, ils seront mal interprétés par les LLM. Et en fait, le petit test à faire qui est simple, c'est de dire à ChatGPT, va sur ma page, vous lui donnez l'URL de votre page et dis-moi de quoi je parle sur cette page. Et en fait, si vous voyez qu'il y a des informations qu'il n'arrive pas à remonter, bah, ça veut dire que c'est des informations en fait qui sont mal structurées et qu'il n'arrive pas du coup à scraper et à mettre dans sa fenêtre de compétences. Tac. Ok, on passe à Reddit. Comment on utilise Reddit comme levier stratégique pour le GEO du coup? Alors, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire sur Reddit. Donc, pour rappel, Reddit, c'est la première source de données utilisée par ChatGPT. Donc, dans la majorité en fait des thématiques que vous allez monitorer, Reddit va revenir. Nous, on a identifié en fait 3 grands actionnables sur Reddit pour améliorer sa visibilité. Le premier, ça va être de commenter des threads Reddit qui sont utilisés en tant que source de données par les LLM. Et sur Metoria, on a une fonctionnalité en fait où vous allez monitorer par exemple 200 prompts qui sont stratégiques par rapport à votre business. On va interroger les LLM tous les jours avec ces prompts-là. On va regarder
s'il y a des threads Reddit qui sont utilisés par les LLM en tant que source de données, on va vous les afficher et on va vous dire si sur ces threads, votre marque apparaît ou pas, si le thread est archivé ou pas, parce que s'il est archivé, on va pas pouvoir commenter, le nombre de commentaires qu'il y a. Moins il y a de commentaires sur le thread, plus j'ai de chances que le commentaire que je vais faire pour mettre en avant, par exemple, mes produits et mes services va être récupéré par le LLM. Et en fait, à partir de toutes ces données, on va pouvoir prioriser les threads sur lesquels on va vouloir commenter. Et l'idée ensuite, ça va être de venir commenter pour parler du coup de ces produits ou de ces services directement dans le thread Reddit en question. Donc Reddit, c'est un peu particulier parce que il y a une forte modération. Il y a beaucoup de modérateurs en fait qui vont faire en sorte de supprimer les commentaires qui sont trop spam. Donc il faut bien respecter les codes de Reddit pour que ça fonctionne. Sinon vos commentaires vont se faire supprimer. Donc ça, c'est le premier actionnable. Le deuxième, ça va être de créer ses propres threads. Je peux créer un thread. Donc un thread, c'est un fil de discussion dans Reddit. Et je peux faire en sorte de créer du coup ce fil de discussion et de faire en sorte qu'il soit référencé sur les query fan-out du prompt qui est stratégique pour moi. Si je réussis à faire ça, le thread sera récupéré par les LLM en tant que source de données. Et du coup, je vais pouvoir contrôler un peu l'information que le LLM va récupérer. Donc ça, c'est une deuxième stratégie. Et la troisième, qui est la meilleure, mais qui demande aussi le plus de temps et d'argent, c'est de créer sa propre communauté. Donc, vous allez pouvoir créer votre communauté Reddit. Imaginons, par exemple, vous soyez dans le secteur de l'assurance. Vous allez pouvoir créer une communauté où vous allez, donc créer une communauté sur l'assurance, créer quelques threads Reddit et venir commenter ces threads-là. Mais l'objectif, en fait, ça va être de faire en sorte que la communauté, elle prenne. Donc, plus vous allez, en fait, publier dans cette communauté, plus de manière organique, il y a des gens qui vont la découvrir et qui vont commencer à poser des questions dans cette communauté. Et à la fin, en fait, vous allez avoir plein de threads et de commentaires qui vont être créés de manière organique dans cette communauté. Voilà, donc ça, c'est la meilleure stratégie, mais c'est une stratégie qui est plus long terme et qui demande plus de ressources. Et voilà, donc là on avait mis un exemple, donc ça ressemble à ça, un thread Reddit. Donc là par exemple c'est un thread Reddit qui a été fait là pour avec quelqu'un qui pose une question par rapport à, il cherche un cabinet comptable à Montpellier et en commentaire du coup il y a des gens qui commentent et donc il y a des marques qui sont enfin des cabinets qui vont être mentionnés dans les commentaires. Et ce qu'on peut voir c'est que le thread en question est utilisé en tant que source de données par les LLM quand on pose une question par rapport à la recherche d'un cabinet comptable à Montpellier dans ChatGPT. Donc, en fait, en faisant ça, on influence la réponse. On peut voir là que, du coup, la marque qui était mentionnée dans le thread Reddit apparaît dans la réponse. Alors, avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'il y a des questions? Donc, en e-commerce, qu'est-ce qui joue pour apparaître dans le carrousel d'après vos tests? Alors, d'après nos tests, ce qui va jouer le plus, c'est d'avoir un flux Google Shopping qui est optimisé. Donc, en fait, il faut optimiser l'apparition de vos produits sur les product queries qui sont tapés par les LLM. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, ce qui va se passer, c'est que le LLM va faire un croisement entre le scrapping Google Shopping qu'il va faire, donc les produits qu'il va découvrir, et ce qu'il peut voir dans les sources. Imaginons par exemple que je lui demande, je cherche à acheter une télévision. Donc, il va trouver des télévisions dans Google Shopping. Et en plus de ça, peut-être qu'il va tomber sur un comparateur de télévision qui a été fait sur Reddit ou n'importe où. Il va lire ce comparateur et s'il voit une télévision qui est dans le comparateur et en plus il la trouve sur Google Shopping, elle aura plus de chances du coup de remonter dans la réponse. Et après, peut y avoir effectivement des enjeux d'avis et de prix. En fait, toutes les données Google Shopping, toutes les métadonnées qu'on voit apparaître dans Google Shopping, comme le prix et les avis, s'ils apparaissent, ils sont récupérés par les LLM. Donc du coup, meilleurs sont les avis, plus il y a de chances du coup que le produit apparaisse. D'ailleurs, sur le sujet, j'en profite pour dire qu'on avait fait un webinaire avec Cdiscount en retour d'expérience sur le sujet. Donc, si le sujet du e-commerce en cas d'usage, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire remonter pour vous envoyer justement le dossier complet de Meteoria. Ça pourrait répondre à pas mal de vos questions. Et après, il y avait une autre question. Quel type de thread recommandez-vous de créer, plutôt informé sur un sujet de sa branche? La meilleure stratégie, en fait,
quand on va créer un thread, c'est, imaginons par exemple que je veuille améliorer ma visibilité sur le prompt. Je reprends l'exemple du cabinet comptable. Donc, quel est le meilleur cabinet comptable à Montpellier? Si je dois créer un thread, en fait, je vais créer un thread en disant, bah voilà, je viens de déménager à Montpellier, enfin mon entreprise vient de déménager à Montpellier, je cherche un cabinet comptable, lequel me recommanderiez-vous? Donc ça, c'est la stratégie de création du thread. On va pas mettre en avant une marque directement dans le premier message du thread. On va plutôt poser une question. Et en fait, avec un autre compte, on va pouvoir venir commenter là pour mettre en avant une marque. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on fait pour optimiser. Parce qu'en fait, si on est trop commercial dans le thread, il y a de grandes chances qu'il se fasse supprimer. Alors que si on pose une question et ensuite on va faire la promo plutôt en premier commentaire, ça marche mieux. Et après, donc, il faut créer un compte Reddit de marque du coup. Bah, alors non, en fait, si vous faites la promo de votre marque avec un compte Reddit de marque, il y a plus de chances que ça soit supprimé. Donc là, faut tester. Mais nous, souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on va prendre des comptes un peu brandés utilisateurs pour faire tout ça. Est-ce que l'on sait dans quel secteur les gens posent le plus des questions au LLM? Alors, il y a des benchmarks qui ont dû sortir. J'ai pas d'infos là. Il faudrait regarder s'il y a des benchmarks. Le mieux en fait pour avoir ces infos là, en fait, c'est du coup de faire de l'analyse de log et regarder sur quel type de secteur les LLM vont le plus visiter les sites web pour répondre à des questions. Comme ça, on a une idée du coup de la volumétrie. Reddit, c'est très développé sur les communautés anglophones, beaucoup moins utilisé en France. Oui, c'est vrai. C'est moins utilisé en France. Enfin, néanmoins, il y a quand même une communauté francophone qui est assez importante et on voit, nous, que quand on fait des actions sur Reddit, en plus d'influencer les LLM, il y a aussi beaucoup d'impressions sur les threads et sur les commentaires qu'on va publier. Par contre, il y a un sujet qui est que ChatGPT va vraiment pousser la recherche sur Reddit. Depuis quelques mois, on voit que dans 3% des query fan-out qu'on analyse, il va carrément taper Reddit à la fin de la query fan-out pour forcer en fait la découverte de sources Reddit. Donc, même si c'est moins utilisé en France, si ChatGPT c'est très utilisé en France, Reddit, du coup, d'une certaine manière, va être très utilisé en tant que source de données parce que ChatGPT a décidé qu'il fallait aller chercher des informations à cet endroit-là. Donc, il y a quand même un intérêt à être présent dessus. Et dans votre exemple de création de thread, il faut le créer avec un compte anonyme dans ce cas et non avec le compte de marque. Bah oui, si je reprends l'exemple de mon thread sur le cabinet comptable, si je le fais avec mon compte pro cabinet comptable Reddit, ça fait pas trop de sens quoi. Voilà. Et du coup, donc la question suivante de la FAQ, c'était est-ce que le contenu sponsorisé influence les réponses des LLM? Alors nous, de ce qu'on a vu, non. Quand le LLM va faire une recherche, que ce soit dans Google Search, dans Google Shopping ou dans Google Maps, c'est du contenu organique qui est récupéré. Et ça fait sens parce qu'en fait, le contenu sponsorisé, il peut être facilement influencé. Enfin, il suffit de payer pour apparaître. Donc, pour ChatGPT, récupérer un résultat organique, ça aura plus de valeur. Le contenu sera plus fiable que d'aller récupérer un contenu sponsorisé. Ok. Un sujet d'actualité du coup, avec l'arrivée de Google AI Overview en France, donc d'ici fin de l'été septembre, qu'est-ce qui va changer concrètement et qu'est-ce qu'il faut anticiper au niveau de la stratégie? Alors, pas mal de choses. Donc, Google AI Overview, pour rappel, ça ressemble à ça. Donc, en fait, dans le reste du monde, quand vous posez une question à Google, sur 15 à 20% des questions, ou plutôt du coup des mots-clés qui sont tapés dans Google, il y a un résumé IA qui apparaît. Donc, à gauche, on voit le résumé IA. Et à droite, on voit les sources qui ont permis à Google de générer du coup le résumé IA. Donc la méthodologie pour générer du coup la réponse, c'est la même qu'un ChatGPT. Google en fait va partir du mot-clé qui est tapé. Il va regarder le top 100 des sources utilisées sur ce mot-clé-là dans l'index Google et il va en récupérer quelques-unes. Donc là, en l'occurrence, il a dû en récupérer un peu plus de 3. Et grâce à ces sources-là, au contenu de ces sources, il a généré la réponse. Donc, pour optimiser sa visibilité dans Google AI Overview, c'est la même logique que pour l'optimiser dans ChatGPT.
En termes de chiffres, en fait, des études qu'on avait lues, Google AI Overview, ça va se déclencher sur 15 à 20% des mots-clés qui sont tapés dans Google, mais il y a des thématiques qui vont être plus prédominantes que d'autres. Typiquement, quand vous allez taper un mot-clé lié à de l'informationnel, donc plutôt par exemple, si je demande à Google comment réparer une fuite d'eau sur mon évier, là, j'ai de grandes chances qu'il y ait un AI Overview qui apparaisse. Par contre, si je pose des questions qui sont liées à du e-commerce ou à du local, la fréquence d'apparition de ce résumé IA va être moins importante parce que dans ces cas-là, Google estime que vous montrez une SERP classique avec des produits, par exemple, ou avec une SERP Google Maps, ça aura plus de valeur pour vous que faire un résumé IA. Parce que du coup, le résumé IA, ça va être complexe de vous montrer toutes les options possibles. Et donc, l'idée, c'est qu'en fonction en fait de votre thématique, ça va pas vous impacter de la même manière. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une stratégie sur votre site web où vous faites beaucoup de contenu informationnel, vous avez un blog que vous alimentez et en fait votre objectif c'est que quand des gens posent des questions informationnelles dans Google, ils arrivent sur votre article de blog et ensuite vous avez un tunnel de vente pour essayer de les convertir. Bah c'est ça surtout qui va vous pénaliser parce que sur ce genre en fait de mots-clés maintenant il y aura un AI Overview. Donc Google va aspirer votre contenu, le contenu de votre blog pour générer la réponse. Et ce qu'on a vu dans les études, c'est qu'il n'y a que 1% des internautes qui cliquent sur une des sources dans AI Overview. Donc là, il faut s'attendre à une baisse drastique du trafic sur les mots-clés informationnels. Et ça, vous ne pourrez pas trop y remédier. Surtout que sur les contenus informationnels, en fait, sur des mots-clés informationnels, là, il y a peu de fois une marque qui apparaît dans la réponse, donc il n'y aura plus beaucoup d'enjeux pour vous à ce niveau-là. L'enjeu, il va plutôt être que sur des mots-clés commerciaux qui sont tapés par les gens dans Google, s'il y a un AI Overview qui se déclenche, faire en sorte que votre marque apparaisse du coup dans les marques proposées par Google. Voilà pour Google AI Overview et ça devrait arriver. Alors il n'y a pas de date claire, mais normalement avant fin septembre de cette année. Et nous, on peut déjà le monitorer donc sur Metoria. Donc vous pouvez rentrer vos prompts ou vos mots-clés et monitorer Google AI Overview. On peut déjà le faire en dehors de la France et quand ça apparaîtra en France, du coup, vous pourrez aussi monitorer ça en France. Et ensuite, on avait une question sur les agents IA. Donc les agents IA, je sais pas si vous connaissez, donc là par exemple OpenAI, ils ont Atlas, Perplexity, ils ont Comet. C'est des agents qui vont naviguer sur le web à la place de l'utilisateur et pouvoir faire des actions. Et comment ça, en fait, finalement, la question c'est est-ce que le commerce agentique rend le GEO obsolète ou encore plus critique? Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que nous, ce qu'on adresse pour le moment, donc avec Meteoria, c'est est-ce que ma marque apparaît quand l'agent de recherche du LLM fait des recherches sur le web et va générer la réponse. Finalement, ChatGPT, Perplexity, c'est des agents, mais des agents de recherche. Donc, on a expliqué tout le workflow tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ici quelques mois ou quelques années, ces agents-là, ils vont devenir de plus en plus importants et on s'arrêtera pas de la recherche. Plus tard, en fait, ils iront rechercher, comme ils font aujourd'hui, mais ils iront aussi faire des choses. Par exemple, quand je demanderai à ChatGPT, j'ai envie d'acheter une télévision. Donc, comme aujourd'hui, il ira rechercher du coup des télévisions qui pourraient me correspondre. Mais demain, il ira ensuite visiter le site web et potentiellement procéder à l'achat. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir faire en sorte que vos sites web soient optimisés pour les agents. Donc, l'idée, ça va être de vérifier en fait que quand l'agent se balade sur votre site, qu'il arrive bien à faire des actions. Et il y aura sûrement des protocoles qui vont être proposés par les OpenAI et compagnie. On ne sait pas encore exactement à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, quand ce genre de fonctionnalités seront déployées, il y aura toute une optimisation de vos sites web à faire pour qu'ils soient, on va dire, agent-friendly. Ok, prochaine question. Combien une entreprise doit-elle réellement investir en GEO au niveau des budgets globaux, sur la communication, le marketing, etc. Alors, c'est pas une question facile. Moi, j'aimerais la prendre sous un certain scope qui est qu'en fait,
là, donc le GEO, il y a rien de révolutionnaire dans le sens où les actionnables en fait à faire pour améliorer sa visibilité dans les LLM, ça va être des actionnables en fait qu'on faisait déjà avant ou en tout cas auxquels on était déjà au courant que ça existait. Le premier, ça va être faire de la création de contenu pour faire en sorte que ces contenus soient récupérés en tant que source de données par les LLM. Le deuxième, ça va être d'apparaître dans les autres contenus qui ne sont pas ceux de mon site web pour faire en sorte d'occuper un maximum de place dans les sources. Et ces contenus, ça peut être de la presse. Donc, il faut faire des RP, il faut apparaître dans des comparateurs, ça va être du Reddit, ça va être optimiser sa visibilité sur LinkedIn. Et en fait, les LLM n'ont pas révolutionné ces canaux-là, ils existaient déjà. C'est juste qu'avant, les marques les priorisaient pas forcément. Je prends l'exemple de Reddit. Avant, les marques en France accordaient peu d'importance parce qu'effectivement, c'est moins utilisé qu'aux États-Unis. Par contre, maintenant, les LLM les utilisent. Donc, en fait, l'idée, c'est que pour faire une stratégie d'optimisation de GEO, il faut faire ce qu'on appelle une stratégie global search, où on va essayer de faire en sorte que notre marque, elle apparaisse partout où les gens peuvent faire des recherches d'informations sur le web et maintenant les agents IA. Et donc, il y a des endroits, des actionnables qui vont coûter moins cher que d'autres. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, en fait, déjà, c'est de travailler en premier lieu la partie création de contenu. Donc, quand vous monitorez des prompts, si vous voyez que sur 50% des prompts que vous monitorez, vous n'avez pas de contenu utilisé en tant que source de données, il faut créer du contenu pour alimenter les LLM. Ça, c'est l'actionnable qui va vous coûter le moins cher. Aujourd'hui, avec l'IA, ça coûte de moins en moins cher de créer un contenu et ça coûtera beaucoup moins cher que d'apparaître dans des sources externes. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et donc, en termes de budget, ça dépend de comment vous le faites. Est-ce que vous passez par des rédacteurs ou est-ce que vous l'automatisez avec l'IA? Donc là, le budget, ça dépend vraiment de votre manière de faire. Le deuxième actionnable, ça va être tout ce qui va être off-site, donc améliorer du coup ma visibilité dans les autres sources de données. Et donc là, il y a plusieurs endroits. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux et Reddit. Ça va coûter moins cher parce que c'est gratuit, ces plateformes. Donc là, il faut simplement avoir du temps pour créer des threads sur Reddit, créer des commentaires, être visible sur LinkedIn. Et ensuite, va y avoir la partie qui va coûter la plus chère, ça va être la partie presse et apparaître en fait dans des comparateurs de presse, dans des articles de presse, sur des médias qui sont en fait utilisés par les LLM en tant que source de données. Et là, le budget, nous, quand on travaille sur ce point-là avec nos clients, souvent c'est le budget netlinking en fait qu'on va prendre. Et ce qu'on va faire, c'est que au lieu de faire du netlinking un peu au hasard ou en allant juste regarder peut-être le domaine, la note du domaine dans lequel on a envie de publier un contenu sur SEMrush par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prioriser ces actionnables en fonction des sources les plus utilisées par les LLM. Et si on voit qu'il y a ce média-là qui est très utilisé, ce média-là qui est aussi très utilisé, c'est avec eux qu'on va essayer de faire soit un nouveau contenu, soit d'apparaître, donc faire de l'infiltration dans un contenu existant. Et là, ça forcément, ça va coûter plus cher parce que en fonction du média, ça peut coûter 100 euros comme ça peut coûter 3000 euros le contenu, quoi. Et donc, il faut travailler en parallèle sur ces différents leviers. Et donc, il y en a qui coûtent moins cher que d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de donner une fourchette précise de prix, quoi. Et après, il y a aussi un budget à avoir effectivement sur l'outil de monitoring de la visibilité. Donc, nous, c'est en fonction, en fait, sur Metoria de vos besoins. Plus vous monitorez de prompts, plus ça va coûter. Donc, en fait, en fonction de la taille de votre entreprise, le budget s'adapte. Alors, on a plusieurs questions, si tu veux y répondre. Oui. Alors, Caroline, dans une stratégie d'IO et réputation, vaut-il mieux privilégier plusieurs backlinks issus de petits sites spécialisés et ciblés dans mon secteur, ou plutôt investir dans un lien unique provenant d'un média plus généraliste, mais à plus forte autorité? Moi, ce que je ferais, alors ça dépend si on parle de création de contenu ou mention dans un contenu existant. Si on parle de mention dans un contenu existant, la stratégie en fait, c'est de prendre, d'analyser sur les prompts qu'on monitore les sources qui sont les plus souvent utilisées par les LLM. Et imaginons que par exemple, j'ai 10 articles de presse différents qui sont les plus utilisés. Et je vais les trier par pourcentage d'utilisation. Et ensuite, dans une autre colonne, je vais mettre le prix. Et du coup, si il y en a un qui est utilisé, on va dire 50% du temps sur un prompt et qui coûte 10 000 euros
et qu'il y en a deux autres qui sont utilisés 40% du temps par les LLM et qui coûtent 100 euros, bah, il vaut mieux payer 100 euros fois 2 pour apparaître deux fois dans du coup deux contenus qui sont utilisés 40% du temps par les LLM que payer 10 000 euros pour apparaître dans un seul contenu. Donc ça la stratégie. Parce qu'à la fin, plus j'occupe de place dans ces sources utilisées, plus j'ai de chances de remonter dans la réponse. Ok. Question de Colline. Pour toi, quel est l'intérêt d'être cité par les LLM, notamment sur de l'info, si les sources sont très peu cliquées? Sur de l'informationnel, le seul intérêt qu'on a vu, nous, c'est quand on travaille avec des organismes publics, par exemple avec j'ai en tête la BPI, où un des enjeux, en fait, ça peut être de vouloir contrôler l'information. Typiquement, imaginons que donc je vais poser une question sur ChatGPT liée à la création d'entreprise. Comment je peux faire pour créer mon entreprise en France? Et bah, les organismes publics comme la BPI vont vouloir faire en sorte que ce soit leur contenu qui soit utilisé par les LLM pour être sûr que quand le LLM va répondre, ça soit les bonnes informations qui soient fournies du coup à l'internaute. Mais dans le cas d'une entreprise privée, je vois moins d'intérêt parce que le taux de clic sur les sources va être très très faible, comme on disait. Donc après, j'ai pas tous les cas d'usage en tête. Peut-être qu'il y a certaines entreprises privées qui ont des cas d'usage que j'ai pas mappés. Mais voilà un peu moi ma compréhension du sujet. Autre question par rapport à la publication d'articles, de contenus, de mentions, etc. on-site et off-site. Toi, tu recommandes quelle fréquence? L'idée, en fait, ça va dépendre ça va dépendre du budget et ça va dépendre du nombre de prompts qui sont monitorés. En fait, si on n'a que 50 prompts stratégiques pour son business, je vais pas avoir non plus 10 000 sources dans lesquelles je vais pouvoir apparaître. Et dans ces cas-là, je vais pas pouvoir, si j'en ai que 10, je peux les faire en un mois ou je peux les faire en 2 ou 3 mois. Ça changera pas grand-chose. En fait, si j'ai le budget pour tout faire d'un coup, je peux le faire d'un coup. Comme ça, je fais une grosse opération et les résultats, ils apparaissent plus rapidement. Par contre, s'il y a énormément de sources dans lesquelles je peux apparaître, bah là, l'idée, c'est de lisser son budget et de le faire petit à petit. L'avantage de lisser aussi, c'est que ça permet de faire de l'A/B testing. Donc, le JO, ça bouge pas mal. On n'est jamais sûr de rien. Donc, si je teste le premier mois et j'apparais dans 2-3 contenus et que je vois que ça marche bien, bah, du coup, je sais que ma stratégie fonctionne. Et dans ces cas-là, je peux continuer de l'appliquer sur d'autres prompts. Alors que si ça marche pas, bah, du coup, je vais peut-être me questionner, voir pourquoi ça n'a pas marché et itérer sur ma stratégie pour pas gaspiller tout mon budget. Ok, bah alors, pas d'autres questions. Tac. Mince, attends. Ouais, je te laisse changer. Vas-y, Du coup, que se passe-t-il si une IA cite une information fausse ou obsolète sur ma marque? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça tombe bien parce que sur Metoria, on a développé une fonctionnalité qui est dédiée à ça. On a eu pas mal de retours clients à ce niveau-là. L'idée, en fait, c'est que je vous explique comment ça marche sur Metoria et comment on change les choses. Comme ça, vous comprendrez le workflow. Vous allez pouvoir, en fait, importer ce qu'on appelle une base de vérité. Donc, une base de vérité, ça va être des faits par rapport à votre marque. Et ensuite, nous, on va comparer toutes les réponses des LLM que vous monitorez sur les prompts qui sont monitorés dans Metoria par rapport à cette base de vérité. Et si jamais on détecte que dans une réponse, il y a un élément faux par rapport à un point de votre base de vérité, on va vous remonter l'information. Et l'idée, c'est qu'on va vous dire, bah voilà, il y a dans cette réponse, par exemple, le problème détecté, c'est que la réponse affirme que ce casque coûte 25 euros, alors que dans ma base de vérité, j'ai dit qu'il coûtait 15 euros. Et donc le problème, l'impact, c'est que ça peut induire le client en erreur sur le prix du produit. Et on va vous montrer en fait la source dans laquelle l'IA a trouvé cette information erronée. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est contacter cette source pour lui demander de modifier les informations sur sa page pour que la prochaine fois que le LLM utilise cette page en tant que source de données, il n'y ait plus l'information erronée qui remonte dans la réponse. petite question de Laura. Comment on quantifie finalement l'impact du GIO au niveau, par exemple, du pourcentage des ventes ou visite sur le site, etc.
Il y a plusieurs KPI à les suivre. Le premier, du coup, c'est si vous avez installé un tracker comme un Google Analytics. Donc, ça va être de vérifier les ventes qui proviennent des LLM. De plus en plus, ChatGPT met des liens maintenant vers les sites web des marques. Donc, normalement, ça devrait être de mieux en mieux traqué. Donc, vous allez sur Google Analytics et vous regardez le pourcentage de ventes, par exemple, qui vient de ChatGPT chaque mois. Donc, ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, ça va être du coup avant l'achat, de mettre un petit questionnaire pour savoir où est-ce que la personne nous a trouvé, parce que c'est encore possible qu'il y ait des gens qui commencent leur discussion dans ChatGPT, qui brainstorment dans ChatGPT, et ensuite qui font que ces gens-là fassent des recherches sur Google pour procéder à l'achat. Et dans ces cas-là, votre Google Analytics, il vous dira pas que l'achat vient de Google, de ChatGPT, mais qui vient de Google. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Et après, il y a d'autres KPI qu'on va pouvoir aller suivre qui sont avant dans le tunnel de conversion. Ça va être le nombre de visites qui provient des LLM. Si vous faites de l'analyse de log aussi, le nombre de fois que vos pages sont visitées tous les jours par des robots IA. Plus les pages sont visitées, plus votre marque a de chances d'apparaître dans les réponses. Donc, quand vous allez créer du contenu, l'idée, c'est de vérifier ensuite que ce pourcentage de visites augmente sur vos sites web. Et voilà, je pense que c'est les meilleures manières de suivre ça. Alors, si tu veux, on avance un peu et après on reprend les autres questions. Faut-il bloquer ou autoriser les robots IA? Alors ça, c'est une bonne question. L'idée, en fait, c'est que si vous bloquez les robots IA, les LLM vont pas pouvoir vous utiliser en tant que source de données. Donc, en fait, vous minimisez vos chances de remonter dans la réponse. Donc, il vaut mieux les autoriser. Après, ce qu'on peut faire, c'est que si vous voulez pas autoriser certains types de contenus, vous bloquez pour un répertoire, par exemple, ou un sous-domaine, et vous autorisez pour le reste, quoi. Au niveau de l'importance des avis clients et de l'e-réputation, est-ce que ça pèse plus que le SEO classique? Ouais, ça va plus peser parce qu'en fait, avant les IA, ce qui se passait, c'est que les gens souvent allaient pas lire tous les avis d'une marque parce qu'ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Et là, en fait, la grande différence, c'est que maintenant, les LLM, ils vont faire ce benchmark automatique pour les internautes. Donc, ils vont aller chercher toutes les sources d'avis et ils vont résumer tout ça. Donc là, si vous avez quelques avis négatifs, il y a moyen qu'ils remontent dans la réponse du LLM, alors qu'avant, il fallait que l'internaute il aille voir tous les avis Google, par exemple, ou Trustpilot, et qu'il aille scroller tout ça et voir uniquement les avis négatifs qui seraient peut-être perdus dans le flot de tous les avis. Et il y a moins de gens qui faisaient ça. Donc oui, les avis clients et la réputation maintenant pèsent plus que dans le SEO classique. C'est plus important du coup de faire en sorte d'avoir vraiment une bonne note qu'avant. Ne serait-ce qu'au niveau des sources qui sont utilisées pour répondre aux prompts, du coup. Ça va aussi impacter indirectement les réponses dans le sens où si par exemple je demande à ChatGPT quelle est la meilleure banque en ligne et en fait il fait des recherches, il en identifie 5, mais que dans les 5 il voit qu'il y en a une qui a des mauvais avis, il va potentiellement pas la mettre dans la réponse. Ok. Et là, voilà, et donc ça c'est un exemple de Metoria en fait. À chaque fois qu'une réponse IA va parler de votre marque, on va analyser ce qu'on appelle les facteurs clés de perception avec toutes les forces de la marque, donc les éléments forts qui reviennent le plus souvent dans les réponses et les domaines à améliorer, les points négatifs qui reviennent le plus souvent. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner accès à toutes les sources de données dans lesquelles les LLM ont puisé ces points positifs et négatifs. Comme ça, vous pouvez trier ça par points négatifs et aller améliorer votre e-réputation en priorité sur les sources qui génèrent le plus de points négatifs dans les réponses. Donc là, c'était un exemple. Par exemple, cette page Trustpilot, elle générait pas mal d'informations négatives dans les réponses sur un prompt en question. Et puis... Tac. Bon alors, les deux dernières questions. Donc c'est une question qui peut aussi être abordée sur un webinaire qu'on va avoir avec Partout en septembre à la sortie de AI Overview, mais je te laisse l'anticiper. Pour toi, quel sera l'impact de AI Overview sur le SEO et sur l'audit de prompt sur Metoria, qui repose beaucoup du coup sur le SEO?
Est-ce que par audit de prompt, on entend comment identifier les prompts? Si c'est le cas, en fait, pour AI Overview, c'est encore plus simple parce que au lieu de raisonner en prompt, on peut raisonner en mots-clés. Les gens sont habitués à taper des mots-clés dans Google. Google nous donne les mots-clés qui sont les plus tapés. Donc, si on veut monitorer AI Overview, on s'embête pas, on monitore directement les mots-clés. Donc, c'est encore plus simple de monitorer ça, si c'était ça la question, Katia. Et il y avait une autre question de Florian, pardon. Avez-vous une idée précise du pourcentage de clics sortants dans un LLM? J'ai lu dernièrement un taux de 0,15%. Ça vous semble cohérent? Alors, on s'était renseigné dernièrement sur le pourcentage de clics sortants de Google AI Overview. On avait vu que c'était 1%, sachant que Google AI Overview met quand même bien en avant les sources dans un panneau latéral à droite qui est tout le temps ouvert, alors que ChatGPT, il faut l'ouvrir ou cliquer sur les petites vignettes. Donc, je suppose que c'est encore moins de 1%, mais j'ai pas de stats précises. Ok. Bah alors, pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine le webinar? Je vous rappelle que si vous voulez récupérer toutes les informations, vous avez la possibilité de demander d'être contacté pour qu'on ait vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer le livre blanc. Ok. Idriss, on a un prochain webinar la semaine prochaine. Si tu veux un peu en parler, si ça peut être des sujets de questionnement pour les gens. C'est ça, la semaine prochaine, on fait un webinar avec un autre client, AdsUp, qui est une agence du coup de marketing digital, où on va présenter leur retour d'expérience sur un cas d'usage lié au B2B. Donc, eux, ils accompagnent une marque B2B pour lequel ils utilisent Metoria pour faire du monitoring et de l'optimisation de la visibilité de cette marque dans les réponses des IA génératives. Donc, on va expliquer un peu leur méthodo et comment ils utilisent Metoria pour faire ça. Ok. Bah, vous avez la possibilité de vous inscrire directement en dessous du webinar. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut arrêter là. Et ben, merci à tous et j'espère vous voir du coup la semaine prochaine. Bah, très bonne Au journée. revoir. Merci Elisa.